Bonjour tout le monde, bonjour professeur. Si vous le permettez, on va quand même démarrer, même si on est avec un des membres du panel. Je pense que le temps d'ouvrir, d'aller vers les allocutions, etc., d'usage, les autres vont nous rejoindre. Et puis, à défaut, de toute façon, on va amorcer les discussions. Et puis, au fur et à mesure qu'ils se mettent sur la plateforme, on pourra toujours s'ajuster. Alors, je voudrais d'abord me féliciter d'être encore une fois avec vous. Féliciter l'ONG Partners West Africa pour la confiance. Je ne cesserai de le dire, mais surtout et ça c'est un mot à l'endroit de Madame la professeure, pour le leadership sans excès, comme je le dis. Leadership, des fois, les leaderships sont un peu débordants et excessifs. Et j'avoue que la collaboration est heureuse du fait d'un leadership sans excès. Et ça, c'est le début de la bonne gouvernance organisationnelle. Alors, je voudrais, pour ne pas trop monopoliser la parole tout de suite, déflorer le contenu de l'agenda pour dire que dans quelques instants, on laissera la parole à Madame la professeure. Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, directeur exécutif de Partners West Africa, pour son mot de bienvenue. Ensuite, nous nous ferons un plaisir d'écouter l'honorable Adelcia de Jesus Mendes d'Almeida, député du Cap-Vert, qui est partie prenante à notre initiative. Et c'est tout à fait un honneur d'avoir ce profil-là à plus d'un titre. D'abord, c'est parce qu'elle est parlementaire. Donc, elle fait partie de ce groupe, de cette catégorie d'acteurs qui contribuent à ébaucher les cadres juridiques qui nous permettent de pouvoir définir des actions, notamment celles portées par les femmes. L'autre facteur de satisfaction est qu'elle est quand même spécialiste des questions de femmes. Donc, à plus d'un titre, donc, nous nous félicitons de l'avoir parmi nous et de l'avoir aujourd'hui. On va l'écouter et puis sûrement tirer beaucoup de bénéfices de cette écoute-là. À la suite de cette session d'ouverture, on passera aux échanges. Tour à tour, nous aurons Madame Marie-Paul Kodjo, née Capri, vice-présidente du Conseil national des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire, qui parlera de la participation des femmes dans les processus politiques et décisionnels de résolution de conflits en Afrique de l'Ouest. À la suite de cela, nous aurons le docteur Daniel Kéré, enseignant-chercheur et directeur exécutif du Cercle d'études Afrique-Monde Burkina Faso, qui parlera du rôle des femmes et de leur place dans les transitions démocratiques en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et enfin, la parole sera donnée à Madame Sido, Docteur Elisabeth Sido, qui parlera de l'émergence des femmes en Afrique de l'Ouest et au Sahel face aux défis contemporains. Le docteur Elisabeth Sido est ancienne chercheur à Suisse, UMF, University of Niger, consultante internationale. Et à la suite des présentations, nous ouvrirons les débats et nous laisserons la parole avec un très grand plaisir pour la clôture de cette rencontre au professeur Alain Laurent Abia Abo, qui quand même est partie prenante à l'initiative, vice-doyen de l'UFR, langue, littérature, civilisation de l'Université Félix Houphouët-Boigny, avec qui j'ai une expérience très heureuse de collaboration depuis plus de 10 ans. Et c'est toujours avec un plaisir que nous interagissons et à chaque fois que nous découvrons une de ces facettes par rapport à la capacité à produire, par rapport à la capacité à réfléchir, à orienter et à recadrer. C'est donc un aréopage d'acteurs qui aujourd'hui est là pour nous entretenir d'une thématique très intéressante autour des défis, le défi des crises politiques, le rôle et la place des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Donc, sans trop tarder, nous allons laisser la parole à Madame la professeure Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye pour son allocution.
Professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur Seck. Mesdames et messieurs, chers panélistes, chers sentinelles, distingués invités en vos titres, rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, je voudrais avant toute chose adresser mes chaleureux et fraternels remerciements à nos illustres invités qui nous viennent de toute l'Afrique de l'Ouest. Je vous souhaite la très cordiale bienvenue. Et il me plaît de rappeler les liens qui unissent nos différents pays, liens qui trouvent leur origine loin dans l'histoire et ont été tissés par un long et amical compagnonnage. Mais surtout, ces liens ont été renforcés par les épreuves d'un passé quand même solidairement vécu et assumé. Vous mesurez sans doute, mesdames et messieurs, chers participants, le plaisir et l'enthousiasme que ressent chacun de nous, les membres de Sentinelles, en vous accueillant aujourd'hui. Cette initiative, les Sentinelles des résolutions Femmes, Paix, Sécurité et de la cohésion sociale, a besoin pour se développer, comme on dit au village, de recourir au conseil des uns et des autres et au soutien de tous afin de renforcer, d'affiner des actions en rapport avec les desseins de l'Afrique qui évoluent au rythme des changements du monde. En effet, il est bon de rappeler que les États sahéliens ont été fragilisés depuis les années 1980 par les ajustements structurels qui ont été imposés par les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et aujourd'hui encore, il est difficile, et même très difficile pour un État sahélien et de l'Afrique de l'Ouest, soudano-sahélien même, je dirais, de se relever à partir de ses seules ressources, donc de ses ressources propres. Les défis de l'éducation, de la santé, entre autres défis de sécurité humaine. Cette situation a, entre autres, fait du Sahel un terreau propice au développement d'idéologies radicales et de luttes armées qui sont devenues par ailleurs un horizon séduisant pour une partie de la jeunesse qui sait que hors de l'émigration vers l'Europe ou de migration irrégulière, on dit de plus en plus, ou de l'affiliation à des groupes armés, n'a point de salut. Toutefois, en ce qui concerne cette région, il me semble qu'il serait imprudent de résumer la situation sécuritaire à la seule dimension terroriste. Or, très souvent, lorsque les médias parlent du Sahel, c'est toujours pour évoquer la menace terroriste sous toutes ses formes. Certes, cette menace est bien réelle, car dans cet environnement, les groupes armés ont aussi recours volontiers aux réseaux et aux pratiques mafieuses. Mais parallèlement à ces défis sécuritaires, force est de constater que de 1960 à 1990, l'Afrique a également été marquée par l'instabilité due aux nombreux coups d'État qui ont presque touché tous les pays du continent. En effet, des indépendances aux années 90, puisque c'est une date qui marque la fin de la guerre froide, notre continent a connu près de 70 coups d'État. Vraiment, c'est un record unique qui est propre à l'Afrique. Donc, de 1960 à 70, qui est une date de référence, comme je l'ai dit tantôt, à cause de la guerre froide, 3 décennies d'instabilité et de coups d'État ont été les moyens privilégiés d'accession au pouvoir. Mais très vite, quand même, un peu partout, ces coups de force vont être suivis de processus de transition démocratique à travers l'organisation de conférences nationales des forces vives de la nation, avec une implication de plus en plus poussée de tous les citoyens, individuellement et ou collectivement, et surtout à travers les organisations de la société civile.
Même si ces transitions démocratiques ont eu lieu dans des conditions très différentes et se sont étalées en général sur plusieurs années, et dans des contextes aussi, il faut le souligner, très différents selon le niveau de développement du pays concerné, il faut dire que jusqu'à 1990, l'écrasante majorité des 53 pays africains étaient des dictatures qui ignoraient le multipartisme, mais connaissaient toutefois une certaine stabilité politique. Et depuis la fin 2021, cette épidémie de coups d'État semble reprendre en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Entre autres, nos panélistes vont essayer de répondre ou bien de se poser certaines questions et vont donner des pistes de réponse. Quel sens donner à ces coups d'État qui, depuis le début des indépendances, comme je l'ai dit tantôt, demeurent le moyen privilégié d'accession au pouvoir, c'est-à-dire, entre guillemets, d'assurer une transition démocratique. Mais quelle place donner aux femmes et quel rôle les femmes doivent jouer aussi bien dans la prévention que dans la résolution de ces crises et de ces conflits? Par ailleurs, les hommes sont-ils prêts, ou dirais-je, peuvent-ils, pour les provoquer un peu, être assez galants pour ouvrir la porte aux femmes, les laisser passer, les suivre pour assurer leurs arrières, leur sécurité, sans leur faire de l'ombre? Quel sera le rôle que chaque acteur et quel outil faudra-t-il mettre en place pour rendre opérant ce travail collaboratif? En d'autres termes, mesdames et messieurs, comment promouvoir l'interaction entre les citoyens, la société civile féminine et les décideurs politiques en Afrique de l'Ouest et au Sahel? Pour quelle coopération? Pour quelles menaces? Comment mettre un terme à cette fragmentation de la réponse régionale à travers les divergences et les désaccords? Ce sont, comme je l'ai dit tantôt, entre autres questions qui vont guider les débats que nos illustres panélistes vont essayer de répondre. Un exercice que je ne sais pas facile, surtout que d'une part, les analyses des processus démocratiques en Afrique au cours des dernières années constituent un paradoxe. Retenons aussi que lorsqu'il s'agit de militaires au pouvoir, il faut le dire, ceux-ci négocient très souvent leur immunité avant de quitter. D'autre part, les conditions également sont-elles réunies pour envisager une véritable expérience démocratique dans un contexte où une majeure partie de citoyens électeurs est analphabète? Car il faut bien le dire, nos objectifs sont des objectifs de paix et de sécurité, et pour vivre en paix durablement et en parfaite cohésion sociale, nous devons nous atteler à éduquer les populations, à s'accepter, se respecter mutuellement, accompagner les transitions générationnelles, œuvrer ensemble pour des changements démocratiques dans le respect de nos valeurs, de nos cultures, tout en mettant en avant la femme qui est au centre, au début et à la fin de tous. C'est sur ces mots que je vais devoir laisser M. Seck introduire nos panélistes et vous me permettrez de saluer et de le remercier. Je remercie vraiment M. Seck pour la qualité du travail abattu, son abnégation pour atteindre les objectifs avec nous, un vrai he for she. Vous ne pouvez imaginer l'énergie, le sacrifice consenti pour la réussite. Avec lui, je vais citer Madame Ba, maintenant Farmata Ndoye, que je ne présente plus au réseau des Sentinelles, sans oublier l'équipe technique et Madame Lika Sidibé qui est là pour la communication. Mais également, je ne saurais finir sans citer toutes ces femmes des 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel
ces femmes responsables et membres de réseaux de plateformes féminines qui se mobilisent et qui continuent de s'investir afin que la production de données probantes pour les femmes et par les femmes de notre région soit une réalité immuable. Je vais finalement conclure par cette citation de Donatio Carissi qui disait dans le tribunal des âmes, je le cite, « Internet est comme l'esprit humain. Un détail suffit pour réveiller une chaîne de synapses qui ramène à la mémoire quelque chose qu'on croyait oublier. Le réseau n'oublie pas. » Je vous laisse, chers panélistes, ramener à la mémoire des sentinelles des résolutions Femmes, Paix, Sécurité et de la cohésion sociale notre devoir de paver la route pour les générations futures, comme l'avaient fait les braves dames, toutes ces braves dames des 17 pays que nous représentons, qui nous ont précédés sur cette mission. Et comme le dit le proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Donc, marchons ensemble. Et sur ces mots, je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie, M. Seck. Merci infiniment, professeur, pour ces mots de sagesse, mais surtout pour le contenu qui nous a permis quand même de comprendre un peu les enjeux qui se déroulent aujourd'hui dans le monde, dans l'espace sahélo-saharien, qui couvre bien évidemment l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, sur lequel s'applique aujourd'hui le travail que nous sommes en train de faire, mais également de faire un bref rappel historique depuis l'accès à l'indépendance de tous les comportements par rapport aux enjeux sécuritaires, les réalités liées aux enjeux sécuritaires dans notre espace, mais également une problématique qui commence à tarauder l'esprit de tous les analystes et spécialistes, observateurs de l'espace politique. Aujourd'hui, c'est la résurgence des coups d'État. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Le débat est lancé, peut-être que dans les échanges aussi, des opportunités vont se présenter pour pouvoir donner une certaine intelligibilité à ce nouveau phénomène. Et enfin, merci d'avoir titillé un peu la masculinité positive, non masculinité positive, je dirais, pour pousser un peu à la réflexion et aider à contribuer davantage à l'atteinte des objectifs qui sont fixés dans le cadre de ce projet-là. Sans trop tarder, nous allons laisser la parole à l'honorable Adelcia d'Almeida pour son mot d'ouverture de cette session qui nous réunit aujourd'hui. Je rappelle que j'ai vu le message de Madame Lala Moulay. Il me semble que maintenant, elle peut se connaître. La session est audible, puisque tout à l'heure, elle avait quelques difficultés à avoir le son. N'hésitez pas à vous signaler pour que les techniciens puissent vous aider à corriger ces petites difficultés techniques-là. L'autre élément, c'est que la session, il y a une interprétation simultanée aussi. Alors, Madame Honorable Adelcia d'Almeida, vous avez la parole. Merci, Monsieur Seko. Madame directrice exécutive des partenaires ouest africains Sénégal, Madame et Messieurs palestrins, chers participants, les premières choses, moi je ne suis pas francophone, hein, je suis lusophone et mon français c'est pas bien, mais je vais faire tout pour que on va bien se comprendre. Bon, le monde traverse les crises successives là, ces dernières années, car après les COVID-19, qu'on a dévasté le monde au niveau économique, au niveau sanitaire, on a maintenant les situations de guerre en Europe que va nous toucher toutes les personnes africaines. Cependant, pour nous, les Africains, rien, elle n'a pas de nouvelles. Notre continent, il a beaucoup de situations d'instabilité politique et de guerre. Et là, on a passé beaucoup de crises sanitaires. L'Ebola, c'est un exemple. Et on a de l'autre cas. Qu'est-ce que c'est en nouvelle maintenant?
les différences, c'est que nous, on n'a pas des projecteurs médias occidentaux qui fait la diffusion de tous les horreurs de guerre. Et chaque minute, ça va influencer l'opinion publique mondiale et va obliger les pays et les grandes organisations de prendre les mesures fortes pour minimiser l'impact de la guerre sur une population que c'est occidentale, c'est chrétien et c'est blanche. C'est ce que j'ai dit, ce n'est pas pour dire que je suis contre la forme comme le monde a travaillé pour combattre le COVID-19 et de la même forme qu'il travaille maintenant pour minimiser l'impact de la guerre en Europe. Mais c'est seulement pour souligner les caractéristiques d'un monde que c'est inégalitaire et que la couleur, la situation géographique et la religion nous montrent qu'il y a des citoyens de première et les citoyens de seconde classe. Et que les questions des droits humains, ce n'est pas les plus importants. Mesdames et messieurs, la crise politique, comme une autre crise, ils font augmenter toutes les formes de vulnérabilité. Et les groupes de femmes et de filles, ils souffrent plus. C'est elles qui souffrent lors que les biens consommés primaires, ça fait rare. Quand on n'a pas beaucoup de choses pour manger, on va prioriser les hommes. C'est les femmes et les filles qui sont responsables pour assurer et surveiller ces familles quand les hommes partent pour la guerre. C'est les femmes et les filles qui sont majorité des personnes qui travaillent dans le service de santé dans un contexte de crise. Et c'est les femmes, les majorité des personnes déplacées dans le monde. Et chaque fois, ils souffrent, ils sont exposés à diverses formes de violence. La question des violences sexuelles, c'est fort. Et quand ils ne sont pas utilisés comme un moyen de négociation entre les factions rivales. Mais c'est les femmes, il est important en contexte de guerre, elle est aussi important en contexte de résolution des conflits. Comment on peut faire pour que les femmes participent dans les processus de résolution des conflits? Les femmes, on est un monde qui est machiste, où la femme, c'est le responsable pour l'éducation. Et c'est important qu'on fait l'éducation dans les perspectives pacifiques. C'est la femme qui éduque les enfants, les hommes, et on peut faire cette éducation dans forme pour montrer le monde que les dialogues, c'est la meilleure forme de résolution des conflits. Les pays, surtout les pays africains, ils ont c'est important que dans les processus de résolution des conflits, toutes les organisations qui travaillent avec les femmes, les organisations régionales, les organisations nationales, les organisations qui travaillent avec les droits humains, les groupes de société civile, c'est bon que les pays vont les engager dans les processus de négociation et dans tous les moments qu'on va travailler les résolutions des conflits. Une autre chose qui manque aussi, c'est les financements, c'est les budgétisations pour la question des conflits, la participation des femmes. C'est important qu'on renforce ça, qu'on va renforcer tous les
les activités qui va travailler en automisation de les femmes médiatrices, parce que cette force-là va permettre que les femmes, ils travaillent avec les pays, les organisations, et il est toujours en contact avec les organisations qui travaillent les questions de paix. En Afrique aussi, c'est bon qu'on travaille dans la sensibilisation des grandes organisations comme Union africaine, CEDEAO, sur les questions des gens, surtout les personnes qui sont les dirigeants, parce que c'est là qu'on prend beaucoup de décisions pour notre continent, et c'est là que c'est la personne, il est sensible pour la question des gens, il va dans le processus du pas, il va intégrer les femmes aussi. Mais on a une grande question, c'est que les femmes africaines, ils éprouvent de temps. Ils n'ont pas de temps. Quand on n'a pas de temps, on ne peut pas participer. On a beaucoup de responsabilités familières, on a beaucoup de responsabilités sociales, on a beaucoup de contrôle social aussi, et ça nous fait pouf de temps, et on ne peut pas de temps pour étudier, on ne peut pas de temps pour renforcer notre capacité et pour participer dans les processus de résolution des conflits. C'est ça que les chemins, c'est l'éducation. C'est tous les pays africains, toutes les organisations, pour qu'on gagne l'égalité des gens, on va investir fortement dans l'éducation. Et parce que quand notre société, il a un niveau d'éducation qui est élevé, elle comprend mieux l'importance de participation des femmes dans tous les processus de la vie et dans tous les processus de développement de notre société. Un autre travail qu'on peut faire, c'est avec les partis politiques. Parce que les structures, la forme comme on fait politique en Afrique ou dans le monde, c'est très compliqué pour les femmes. La forme comme on fait les réunions, on fait le travail politique, c'est en forme machiste. C'est en forme que la conception, c'est pour un homme, c'est pas pour une femme. Parce que si on fait en réunion, toujours un parti politique qui fait en réunion toujours à 8 heures du matin, à 9 heures du matin, les femmes, il n'a pas de possibilité de participer là. Il fait les ménages, il travaille il a avec ses enfants, il a beaucoup de choses pour faire, beaucoup de responsabilités. Il ne promet pas qu'il va participer dans cette partie-là. Et on a un travail qu'on peut faire avec les partis politiques, parce que c'est les partis politiques qui vont participer dans l'élection. Et si les femmes, elles n'est pas là, ils ne peuvent pas s'éléger. Et s'il ne va pas au Parlement, s'il n'est pas au Parlement, s'il n'est pas au gouvernement, s'il n'a pas à les structures locales, comment il va participer? Comment il va influencer les décisions? On sait que même qu'elle est là, même qu'elle est au Parlement, même qu'elle est au gouvernement, ce n'est pas facile. Mais c'est la première chose. Et c'est important aussi qu'on travaille avec les femmes, qu'il est en structure de décision, c'est important aussi qu'on renforce son capacité. Mais on va commencer pour les partis politiques, on va commencer pour l'éducation, on va renforcer les capacités de notre femme. Après, on va renforcer aussi les capacités des hommes, on va renforcer les capacités de la société parce que sinon, on n'a pas de respect pour les femmes. Les femmes, toujours, on va penser, les femmes, elle est pour les ménages, elle est pour les professions que c'est féminin, et pour les enseignants, professeurs, et infirmières, mais les femmes aussi, elles peuvent travailler dans l'ordinateur, elles peuvent construire, faire la construction en bâtiment, elles peuvent faire beaucoup de choses.
et ont besoin d'opportunités. Les questions, c'est opportunité. Si on a d'opportunités, on fait et on fait très bien. Merci à tous. Merci beaucoup, honorable. Je ne me suis pas trompé tout à l'heure en disant qu'elle va nous intéresser, son discours nous intéresse à plus d'un titre, puisque la réalité est que le contenu a été scientifique, basé sur un plaidoyer, mais vraiment porté par un leader politique. Donc ça, c'est heureux, même si bien évidemment, la spécificité du Cap-Vert est que quand même, on a su impliquer dans les processus de décision de l'expertise. Et cette allocution-là l'atteste à suffisance. Alors, vous avez évoqué tous les défis qui se présentent pour une participation effective des femmes, mais surtout l'impact des conflits sur les femmes et les jeunes en général, qui en payent le plus lourd tribut. Vous avez évoqué les problèmes de relèvement, mais surtout les difficultés qu'éprouvent les femmes justement à se réinsérer dans les processus, à pouvoir prendre en charge de manière optimale les attentes que toute la société en réalité place en elles, du fait de ces multiples tâches et rôles sociaux aussi. Donc, c'est dire que quelque part, elle est écartelée entre plusieurs attentes de plusieurs acteurs, en plus maintenant de la nécessité d'une auto-prise en charge, puisque quelle que soit par ailleurs cette volonté-là à pouvoir gérer les problèmes des autres, il serait important aussi qu'on ait le temps pour soi. Et voici donc énormément de défis qui se posent pour l'épanouissement d'abord de la femme, avant maintenant de pouvoir prendre en charge toutes ces missions-là qui lui incombent et qu'on lui assigne naturellement, qui lui sont assignées par la société en général. On se félicite de cette présentation. On fait face à un problème aujourd'hui parce que figurez-vous que je dirais que les dieux de la technique ne sont pas avec nous aujourd'hui, puisque nos trois intervenants ne se sont pas connectés et il me semble que c'est lié à des problèmes techniques. Donc, on était en train de voir comment on va gérer cette écueil-là. Peut-être juste avant d'aller loin, je propose peut-être de rappeler le projet dans son ensemble, ses différents axes, avant maintenant peut-être le temps de présenter le projet. Nos intervenants vont prendre le train en marche. Donc, je rappelle que c'est un projet aujourd'hui qui se structure en 3 volets. Le premier, c'est le volet production d'informations qualitatives à travers des indicateurs que nous avons su finaliser lors d'un atelier de méthodologie au mois de juillet dernier. Et je voudrais aujourd'hui féliciter tous les chercheurs pour la qualité des documents produits qui aujourd'hui sont tous disponibles sur une plateforme qu'on pourra partager avec vous si ce n'est pas encore fait. Donc ça, c'est le premier volet sur les indicateurs. Ensuite, il y a un volet femmes en chiffres. Les femmes en chiffres, c'est le volet quantitatif. Bien évidemment, c'est de savoir le niveau d'implication des femmes dans les efforts de développement à travers différentes catégories d'acteurs. Le nombre de femmes députées dans un pays, le nombre de femmes médecins, le nombre de femmes notaires, le nombre de femmes avocats, le nombre de femmes, etc. Donc, c'est de savoir le nombre de femmes ministres, etc. De savoir exactement, d'un point de vue quantitatif, comment est-ce que les femmes s'insèrent dans tous ces processus-là de développement, d'édification d'une économie viable, etc., etc. Et là aussi, on se rend compte à l'exploitation que du chemin reste à parcourir, même si dans certains pays, quand même, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Le troisième volet, c'est le volet, je dirais, qualitato-quantitatif, puisque c'est une enquête de perception, bien évidemment, qui va nous
donner un certain nombre de données statistiques qu'on pourra produire, mais qui va renseigner aussi sur la perception que les citoyens peuvent avoir de certaines décisions, de certaines réalités sociétales, certaines réalités sociopolitiques, etc., au sein d'un pays. Et donc, l'enquête de perception a porté sur environ 15 à 20 questions. Avec bien évidemment, c'est des questions, on a alterné questions ouvertes, questions fermées, et beaucoup de modalités qui permettent quand même de pouvoir avoir une bonne lecture de l'état de l'opinion par rapport aux politiques adressées aux femmes dans les différents pays. Et donc, cette enquête de perception est également bouclée et est disponible sur une plateforme. Pharmata pourra vous partager le lien pour ceux qui ne l'ont pas encore, mais les données sont disponibles. Et le quatrième volet qui nous réunit d'ailleurs aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour pouvoir étayer, donner du contenu au quatrième volet, qui est la session d'échange. Session d'échange, d'interaction autour de quelques thématiques. 5. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière session thématique. La prochaine portera sur la capitalisation. Et donc, l'idée est de pouvoir définir des séquences comme celle-ci pour pouvoir discuter autour de certaines problématiques. On a parlé de la résolution 1325, on a parlé de la participation politique des femmes, etc. On a parlé des femmes FDS, on a parlé des femmes, de leur implication dans les missions de maintien de paix, etc., etc. Et donc, l'idée est d'arriver à terme à avoir des notes d'orientation, des policy briefs. Pour le moment, on en a produit 3, 2 qui sont en ligne toujours sur la plateforme. Et donc, une bonne session aujourd'hui de réflexion nous permettra, espérons qu'on pourra la tenir quand même, nous permettra de pouvoir produire une 4e note d'orientation, policy brief, autour toujours de ces problématiques-là, femmes, paix et sécurité. Vous comprendrez donc que le défi essentiel ici, c'est la production d'informations. Aucun volet n'a été abordé sans à terme l'objectif de produire de l'information. Et Dieu merci, nous sommes en train d'y parvenir. Un tour sur le site vous dira comment est-ce que nous sommes arrivés à produire ces informations. Bien évidemment, des fois avec beaucoup de péripéties, mais ça, ce n'est pas tant lié à la compétence et à la qualité de ceux qui sont impliqués qu'aux difficultés d'accès à l'information qui se posent dans nos États. En réalité, nos États, en fait, nous présentent l'écueil de faciliter l'accès à l'information. Et donc, c'est tout à l'honneur d'ailleurs de tous ces moniteurs-là d'avoir pu quand même produire ces informations qui aujourd'hui ont été mis en ligne. À la suite, bien évidemment, de tout un processus de contrôle qualité et de lecture, vraiment, je présente mes excuses à certains si on a eu à les décomptencer un peu du fait d'aller-retour, lecture, relecture, validation, etc. Le souci est juste de produire quelque chose qui puisse être inattaquable. Et d'ailleurs, tout le processus a été, le maître mot est de faire en sorte que ce qu'on produira ne soit pas frappé d'un discrédit du fait d'une mauvaise information ou d'une information désuète qui aura été produite. Donc voici le défi. Le défi d'abord, le défi de l'information, de sa production, et faire en sorte que ce soit une information de qualité. Maintenant, nous sommes en train d'entamer une nouvelle phase qui sera de faire, comme à l'instar des autres institutions qui produisent de l'information d'aide à la décision. Puisqu'à terme, ce que nous voulons, c'est de produire de l'information d'aide à la décision qui pourrait être systématisée autour d'un indice de participation de la femme. Women Participation Index, par exemple, ou West African Women Participation Index, ou West African and Sahelian Women Participation Index. Donc,
Nous sommes en train de réfléchir à ça, fort des orientations de Madame la professeure Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, qui a quand même impulsé la réflexion et propose qu'on puisse aller vers cette direction-là, puisque ça reste une opportunité. Ce serait dommage que de disposer d'autant d'informations et de ne pas aller toujours vers l'affinement. Plus on affine, mieux c'est. Et donc, le fait d'arriver à un indice composite, mobilisant toutes ces informations-là que j'ai déclinées tout à l'heure, indicateurs, enquête de perception, femmes en chiffres et webinaires, c'est une opportunité qui nous permet quand même de pouvoir affiner davantage et de pouvoir peut-être proposer un indice perfectible. C'est un début de processus. Peut-être qu'avec le temps, les interactions, la présentation qui sera faite au monde professionnel, aux acteurs du secteur, aux scientifiques, etc., mais des amendements seront faits, des suggestions, des orientations pour qu'on puisse, pour la prochaine étape, toujours affiner, la perfection n'étant pas de ce monde. Voilà un peu ce que je voulais dire pour dire tout le défi qui nous interpelle et le prochain chantier autour de ce projet toujours sentinelle des résolutions qui n'aurait pas pu être réalisé sans l'appui et sans la présence, la contribution qualitative de tous les acteurs, notamment des moniteurs qui sont la cheville ouvrière de l'initiative, autour bien sûr d'une bonne coordination assumée par Partners West Africa. Voilà un peu ce que je voulais dire. On a voulu un peu gagner du temps pour avoir l'arrivée de quelques panélistes. Malheureusement, ils ne sont pas là. Je voudrais peut-être, si vous le permettez, donner la parole aux participants pour qu'ils, puisque quand même l'introduction qui a été faite par Madame la professeure et l'allocution de l'honorable député du Cap-Vert, Madame Adelcia Almeida, quand même a campé le décor et a ouvert quelques problématiques. Peut-être que si on laisse la parole, les participants pourront venir un peu contribuer et ouvrir des perspectives de réflexion et surtout arriver à des recommandations autour de la problématique. Je rappelle que la problématique, c'est le défi des crises politiques, la place et le rôle que les femmes pourraient jouer dans la prévention et la résolution des conflits. Pour rappeler que des cadres sont là, il y a assez d'instruments qui promeuvent cette participation. Donc, qui devraient pouvoir justifier l'importance et l'intrusion des femmes, leur place et leur rôle dans cette résolution de conflit. Pas moins de 10 résolutions sont là, proposées par le système des Nations Unies. On a l'acte additionnel de la CEDEAO, on a le traité révisé de l'Union africaine, mais on a aussi le cadre de prévention de conflits de la CEDEAO, sans parler, bien évidemment, du protocole additionnel de la CEDEAO qui intègre la problématique femmes et jeunes dans les processus politiques. Donc, sans trop tarder, on laisse la parole à qui la veut. Elle peut se présenter et puis se prononcer sur la problématique, donner un avis, surtout développer la perspective nationale et proposer des recommandations. Je laisse la parole à qui la veut. Je vous remercie. En attendant, M. Seck, je pense que je pourrais partager que c'est un projet pilote et qui nous permettra également de tirer les leçons apprises, de faire des propositions pour améliorer le travail en réseau des femmes, parce que de plus en plus, les bailleurs se demandent pourquoi on a autant d'organisations de la société civile féminine, autant de réseaux et de plateformes, et qu'on ait toujours autant de défis. Donc, je pense que ce projet également sera un moyen également de relever et de partager les différentes contraintes, les défis, également de mettre le point sur les forces que nous avons, mais également les faiblesses pour ensemble faire des propositions et des recommandations afin de pouvoir les contourner. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est des préoccupations légitimes, puisque la vocation de la société civile reste quand même de résoudre des problèmes. Si pendant 5, 10 ans, 20 ans, 15 ans, on voit
la présence d'une catégorie d'acteurs dans l'espace citoyen et que les problèmes demeurent, soit on peut poser la question de la volonté politique, parce que des fois, on peut faire de bonnes choses au sein de la société civile, faire d'excellentes propositions, faire un excellent plaidoyer, mais est-ce que ce plaidoyer est audible, est bien accueilli et est-ce qu'il est suivi d'action par ceux qui ont la charge de l'action, c'est les décideurs. Donc, des fois, la non-atteinte de résultats peut se poser et légitimement, on peut questionner la bonne volonté politique. Ou alors, on peut changer de perspective et questionner la pertinence et l'efficacité des actions posées par la société civile dans le combat à mener. Comme on dit, la réalité, c'est la somme d'un ensemble de perspectives et chaque perspective porte sa propre réalité. Donc, le fait justement de faire une bonne analyse en mettant ensemble toutes ces perspectives permettrait éventuellement de pouvoir dire la raison pour laquelle dans un contexte de prolifération d'organisations de femmes, comment se fait-il que les résultats ne soient pas atteints de manière optimale? Maintenant, il faut aussi questionner des fois les moyens qui sont mis en œuvre. On a beau proposer la résolution 1325 et celle connexe, on a beau proposer l'acte additionnel sur l'égalité homme-femme de la CEDEAO, on a beau proposer le cadre politique de la CEDEAO sur la gouvernance et la réforme du secteur de sécurité, on a beau proposer tous ces outils-là, mais si ces outils-là aussi ne sont pas accompagnés financièrement pour leur opérationnalisation, leur mise en œuvre, mais ces outils risquent de dormir dans les tiroirs et de ne pas être utiles à la communauté. Donc, peuvent être contraires à l'effet escompté. Et je pense que lors justement de la commémoration des 20 ans de la résolution 1325, des voix très autorisées à un niveau stratégique se sont offusquées de l'absence, de la faiblesse de la mobilisation de ressources autour de la résolution 1325. Et d'ailleurs, si on fait le tour aujourd'hui des 15 pays de la CEDEAO, plus le Sahel, Mauritanie et le Tchad, qui nous intéressent ici, quand on a fini de lire un peu les indicateurs portant sur la résolution 1325, la mise en œuvre, la conception, la mobilisation de ressources, etc., à chaque fois, là où ça pêche, c'est dans la mobilisation de ressources. Donc, c'est dire qu'à ce niveau-là aussi, il y a énormément de défis. Et ça peut expliquer les contre-performances qu'il serait injuste d'imputer essentiellement aux organisations de femmes. Elles font ce qu'elles peuvent, mais c'est le nerf de la guerre fait défaut. Le nerf de la guerre fait défaut, la volonté politique fait défaut. Vous allez au Tchad, ils disent qu'ils n'ont jamais encore mis en œuvre la génération 1 du plan d'action de la résolution 1325. Mauritanie également qui est très en retard. Le Mali est en avance, mais cette avance-là est quelque part, je dirais, remise en question par les instabilités politiques. On ne peut pas mettre en œuvre un outil comme la résolution 1325 à travers les plans d'action nationaux dans un contexte d'instabilité. Vous allez en Guinée, aujourd'hui, tous les efforts risquent d'être ruinés du fait je dirais, des retards, des reculs démocratiques que le pays vit aujourd'hui. Ainsi de suite. On peut questionner, on peut faire le tour des pays. C'est dire que donc, le défi lié à l'institutionnalisation et aux acquis d'un point de vue organisationnel des organisations de femmes est à analyser à l'aune d'autres défis qui peuvent constituer des dommages collatéraux, puisque une instabilité économique, une instabilité politique, des crises internes, en plus maintenant de la crise sanitaire qui a été vécue ces 2 dernières années et qui n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets, renseigne sur aussi les défis auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui et qui ne sont pas dépendants forcément de leur bon vouloir. Donc voici un peu une petite réflexion qu'on peut mener pour un peu
contribuer au débat qui a été posé par vous-même. On peut laisser la parole à d'autres s'ils veulent intervenir. Je crois que les difficultés techniques persistent toujours. Ibrahim Madien vient de nous dire que il a ce problème-là aussi. Madame Fatimata Wilma Sinare du Burkina également, il semble qu'elle s'est signalée en parlant de quelques difficultés techniques. Donc aujourd'hui, comme dit Fatmata, les dieux de la technologie ne sont pas avec nous, mais on va essayer de continuer à prier pour qu'on puisse poursuivre les échanges. Je laisse la parole à qui la veut. Je vois une main levée, c'est celle de Alain, mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va écouter notre ami Alain. Alain, tu as la parole. Merci cher Sec, merci cher grand frère, c'est comme ça que je l'appelle affectueusement. Merci pour la pertinence de ton intervention, merci pour ton engagement militant pour la cause de l'Afrique, des préoccupations que nous partageons, notamment sur les questions de gouvernance, sur les questions de sécurité, sur les questions de droits des femmes, de droits des jeunes, des enfants, etc. Je voudrais vraiment saluer ton engagement renouvelé et surtout militant pour faire avancer les causes que nous avons en partage. Alors, sur la question qui nous réunit donc de manière virtuelle ce matin, je voudrais dire, et ça a été très bien dit, d'abord par Madame le professeur Adiaratou Ndiaye, et ensuite, et avec une pertinence absolue par l'expert Sek Mamadou, la question de la femme dans nos différentes sociétés, qui n'est pas nouvelle, c'est une question qui ne date pas d'hier, c'est une question qui depuis toujours s'est posée, tire ses origines dans nos traditions. Et même si on peut admettre que les temps ont changé, que les réalités ont évolué, on peut admettre aussi que le regard que nous portons sur la femme et le regard que la femme porte sur elle-même aussi, parce qu'il faut prendre en compte cette donne, n'a pas considérablement changé. Et vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre d'ailleurs, du peu de ressources qu'on affecte donc, à la prise en compte des préoccupations concernant les femmes. Et cela est aussi vrai parce que tout est une question de priorité. Aujourd'hui, eh bien, les femmes sont réduites à un rôle périphérique, à une représentation symbolique, que ce soit au niveau des organisations politiques, au niveau de la gestion des affaires publiques, au niveau même de l'organisation sociale. On continue de penser que les femmes sont surtout utiles dans les ménages, qu'elles le sont encore davantage donc, dans des tâches rudimentaires, et que là où on doit prendre des décisions importantes, eh bien, vraiment, on a mieux à faire que de consulter les femmes. Et la chose, et ce qui rend cette réflexion plus complexe, c'est que certaines femmes ont épousé elles-mêmes ce type de conception au point qu'elles se disent que, eh bien, elles seraient peu utiles dans ce genre de situation. Et il faut prendre en compte aussi le niveau d'analphabétisme qui est quand même très élevé. Je prends un pays comme la Côte d'Ivoire qui a, tenez-vous bien, malgré tous les efforts de scolarisation que nous avons pu enregistrer dans le pays, un taux d'analphabétisme qui est de l'ordre de 48%. Vous savez, au moins la moitié de la population qui n'a pas encore accès à la lecture et à l'écriture, donc qui n'a pas accès donc, aux compétences langagières courantes et qui devraient pouvoir leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Donc, c'est un problème d'ordre structurel, c'est un problème d'ordre social, c'est un problème d'ordre sociologique, c'est un problème d'ordre historique. Et naturellement, la mission, la tâche qui nous attend, qui est de faire en sorte que la femme ait toute sa place, parce qu'il n'est pas question de faire de la philanthropie, mais de donner à la femme la place qui lui revient de droit dans la société, eh bien, cela implique une grande implication de l'ensemble des composantes de la société. J'ai suivi avec intérêt tout à l'heure ce que vous avez relevé, à savoir qu'on a bien du mal à comprendre la contradiction entre le foisonnement des structures de défense des droits de la femme
et le peu d'initiatives, ou si vous préférez, le peu de résultats qu'on observe au niveau des différentes initiatives qui sont prises. Mais un début de réponse serait que il y a d'abord l'éparpillement des initiatives. Comprenez que les motivations étant très variées, on note surtout un éparpillement des initiatives. Il y a peu de jonctions, peu de conjonction des efforts, et naturellement, cela est de nature à favoriser l'échec des initiatives qui peuvent être prises. Moi, je pense que ce qui est important et qu'il faut relever au niveau de la place de la femme dans nos différentes sociétés, parce qu'on l'a vu, hein, le dispositif institutionnel est très optimiste en la matière, les textes existent, mais c'est surtout le niveau d'engagement qui prend en compte la volonté de mettre en œuvre tout ce dispositif prometteur qui est conçu, les tests qui sont ratifiés ici et là par nos différents États, les tests qui sont à chaque fois adoptés pour améliorer la représentation des femmes et la représentativité des femmes au sein des cercles de décision. Ces textes ont encore bien du mal à connaître une réalité sur le terrain, tout simplement parce que il y a les stéréotypes qui sont encore très vivants et qui ont encore bien du mal à disparaître. Je crois qu'il y a un travail d'envergure à mener de ce côté-là et notre projet aura toute sa pertinence s'il prend en compte tous les aspects, ne pas seulement prendre en compte le volet institutionnel au niveau des États, mais prendre en compte les représentations, toutes les représentations sociales des femmes sur elles-mêmes, les représentations sur les femmes, qu'elles prennent en compte également le niveau d'implication des femmes dans les initiatives de paix, dans les initiatives de gestion des conflits et autres. Donc voilà, à mon même niveau pour l'heure, ce que je souhaiterais dire, en espérant que d'autres aspects de nos différentes interventions susciteront davantage d'intérêt. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. Merci infiniment pour la qualité et la profondeur de l'intervention. On va laisser la parole à notre ami Tamba, Jean Tolno, qui depuis tout à l'heure a la main levée. Jean, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous écouter. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Merci aux prédécesseurs, n'est-ce pas? Merci aux brillants intervenants qui ont intervenu sur ce sujet-là. Et c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet aussi important. Moi, je vais juste renchérir la communication de la femme panéliste qui a parlé, n'est-ce pas, de l'éducation citoyenne. C'est-à-dire que l'un des défis aujourd'hui à relever, je soutiens vraiment ces défis-là. Il faut essayer, n'est-ce pas, de procéder à une certaine éducation au niveau des communautés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a les facteurs qui ont contribué depuis longtemps à l'exclusion des femmes dans les instances de prise de décision. On a tout le temps parlé, il faut parler des facteurs socio-culturels. Et mon prédécesseur l'a rappelé tout à l'heure. Il y a toujours des stéréotypes, n'est-ce pas, qui ont existé dans nos sociétés et qui contribuent, n'est-ce pas, à exclure ou bien, n'est-ce pas, à minimiser les valeurs des femmes pour renforcer, n'est-ce pas, les représentativités dans les instances de prise de décision. C'est pourquoi il est important aujourd'hui, l'un des défis à relever, il faut commencer par l'éducation des citoyens à la base. Et cette éducation va essayer de renverser ce qu'on appelle la tendance, n'est-ce pas, liée aux stéréotypes et aux facteurs socio-culturels. La suite, il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller jusqu'au niveau des partis politiques. C'est ce que la femme nous a rappelé. Il faut aussi, parce que dans ces partis politiques-là, bien que les femmes soient représentées dans ces partis politiques, mais les conditions ne permettent pas, les conditions organisationnelles dans ces partis ne permettent pas aux femmes de s'épanouir au sein de ces partis politiques. Donc également, il faut aussi une éducation à ce niveau pour essayer de relever le défi lié à la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Également, je vais terminer par dire qu'il faut renforcer les actions de plaidoyer. Les actions de plaidoyer, tant au niveau politique qu'au niveau, n'est-ce pas, de la société.
c'est-à-dire à la base, au niveau des communautés, pour essayer, n'est-ce pas, de changer cette perception qu'ont des gens, qu'ont des citoyens envers, n'est-ce pas, des femmes. Je vais mettre le focus sur les hommes. Donc, il faut un plaidoyer au niveau de ces gens-là dans nos communautés pour que désormais cette tendance soit renversée. C'est ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que mes collègues prédécesseurs ont dit par rapport à cette question de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision et des mécanismes de consolidation de la paix. Donc, je vous remercie et je salue par là mes prédécesseurs et tous les organisateurs, n'est-ce pas, de ce panel. Merci. Merci infiniment, Jean, pour cette contribution qui élargit le spectre et qui enrichit justement les perspectives d'action, puisque notamment le volet plaidoyer, moi, me semble essentiel et central dans les actions portées par d'abord la société civile. Et dans notre champ, la plupart de ce que nous faisons, l'essentiel de ce que nous faisons devra tourner autour du plaidoyer. Nous n'avons pas la charge de l'action. La société civile, comme j'ai l'habitude de le dire, peut faire d'excellentes choses, mais si ces initiatives-là ne sont pas suivies par une capacité à engager, à enrôler les décideurs dans ce qui est fait, alors tout ça va être quelque part stérile et ne servira à rien puisque va dormir dans les tiroirs. Donc, le gros défi, c'est d'arriver justement à enrôler, à faire que ce que nous faisons puisse être d'abord utile, intéressant et applicable. Puisqu'aujourd'hui aussi, il faut, en un moment donné, arrêter d'initier des actions qui sont désincarnées, qui n'ont aucune prise sur la réalité et qui ne peuvent pas être opérationnelles. Il ne sert à rien aujourd'hui de parler d'initiatives qui ne serviront pas à la communauté. Et ce service à la communauté se jauge à l'aune du niveau d'applicabilité des décisions prises, des découvertes qui sont faites, etc. Et à partir de ce moment, l'étape la plus importante sera d'aller vers un plaidoyer. Comment faire de sorte qu'aujourd'hui, notre parlementaire qui est là puisse prendre un document produit par une organisation de la société civile et le traduire en loi qui va impacter le vécu quotidien des citoyens. C'est ça en réalité le gros défi. Mais pour ça, il faut une excellente stratégie de plaidoyer. Il faut un plaidoyer pertinent, efficace et qui puisse être audible. Et ça, c'est de gros défis aussi, d'où l'importance, une fois qu'on vous aura formé sur les problématiques, renforcer vos capacités dans la participation, changer un peu les schèmes de pensée, comme l'a dit Alain. Aujourd'hui, les femmes se complaisent des fois, elles se complaisent dans cette posture-là, dans la mobilisation au sein des partis, etc., et ne revendiquent pas plus. Donc, si on parvient justement d'abord à changer ces schèmes de pensée, ces façons d'aborder la problématique de la participation des femmes aux instances de décision, la participation politique, etc., il faudra changer le contenu de cette participation pour qu'elle soit plus valorisante pour les femmes. Et à partir de ce moment-là, peut-être que même un cercle vertueux sera créé, puisque à chaque niveau d'action, on aura des femmes qui peuvent prendre le relais. Une fois que de bonnes organisations de la société civile proposent des instruments, des outils, des réflexions, etc., alors elles pourront transmettre le relais au niveau des partis politiques à des femmes, mais qui ne sont pas que dans la mobilisation, mais dans la décision au sein de ces partis-là. Alors, ces femmes politiques-là vont donc se renforcer, arriver à l'Assemblée nationale, et puis, à partir de ce moment-là, ils sont au cœur de la prise de décision, pourront toujours poursuivre les efforts qui sont initiés, portés à la base, au démarrage par des organisations de femmes à travers de bons documents produits. Et donc là, le processus pourra suivre son cours. Ce n'est pas quand même aussi simple que ça. Le processus n'est pas aussi pavlovien, mais au moins, c'est des prémices de garantie de réussite. Voilà un peu ce que je voulais dire. Un commentaire qui dit ici, en plus des paramètres évoqués dans le chat, en plus des paramètres évoqués, l'accès à l'éducation est un des facteurs qui limite la participation des femmes. Évidemment, l'inaccès
on pourrait dire. Malgré l'arsenal juridique, l'applicabilité et l'environnement façonnent la matérialisation de ces orientations, en effet. Alors, s'il y a d'autres commentaires, des contributions, nous restons ouverts pour donner la parole à qui la veut. Est-ce que les difficultés technologiques, techniques de Mme Diallo sont levées, Mme Boye Diallo du Mali? Si oui, on pourrait lui donner la parole, puisqu'on est ensemble depuis le début du processus et ses contributions ont toujours été d'une finesse et d'une profondeur aussi très appréciée. Sinon, la parole peut être donnée à qui veut la prendre. Ibrahima, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, alors qu'il a toujours un avis très éclairé sur ces questions-là. C'est d'autant qu'il est aussi dans le Hifoshi, inventé tout à l'heure par Madame la directrice, professeure Adjaratou Haïdara Ndiaye, et Ibrahima est sur ces questions depuis plus de 10 ans aussi. Donc, ce serait un plaisir de l'entendre aussi. En attendant, pour dire que aussi l'intérêt d'avoir des femmes qui s'impliquent sur ces questions de paix et de sécurité, au-delà des aspects purement techniques, je pense qu'on peut convoquer d'abord le fait que la paix et la sécurité, mais s'adressent à des citoyens qui en sont bénéficiaires. Le fait d'impliquer les femmes permet d'augmenter le nombre de bénéficiaires de cette paix et de cette sécurité, puisque elles sont les plus importantes dans la société en général. Et si on y ajoute les jeunes, c'est dire que donc l'intérêt, la qualité d'une décision se joue à l'aune de l'impact qu'elle peut avoir, que cette décision peut avoir sur la population. Et ici, les femmes et les jeunes constituent une plus large frange de la population. Donc les impliquer augmentent des chances d'abord de réussite de ces politiques, mais augmente également l'impact de ces politiques-là. L'autre élément, c'est que si on se place sous la perspective de la sécurité humaine, c'est dire qu'on ne résout plus les conflits par les armes. Les résolutions de conflits, c'est par d'autres moyens. La sécurité humaine postule la nécessité de l'implication de tous les acteurs dans les résolutions de conflits, puisque les conflits ne sont plus que armés. Il y a des instabilités qui se tirent de l'insécurité alimentaire, de l'insécurité sanitaire, de l'insécurité, etc. Donc, c'est dire que donc, le fait d'impliquer les femmes élargit le spectre, enrichit la problématique en lui donnant un contenu humain, la sécurité humaine. Et c'est là où il est intéressant de voir que les femmes développent énormément de sensibilité qui permettent de résoudre les conflits sous différentes perspectives et non pas uniquement désormais que par la guerre. Voilà un peu l'intérêt aussi d'impliquer les femmes, puisque cette sensibilité-là qu'elles développent, ces capacités qu'elles ont à pouvoir amorcer le dialogue sous des angles différents de ceux des hommes, là, c'est très intéressant. Je vois Mme Diallo en ligne. Nous pourrons lui donner la parole si elle la veut, bien évidemment. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et nous excusons vraiment des défis technologiques auxquels vous avez eu à faire face. La parole est à vous, Mme Diallo. Allô, bonjour. Bonjour. Momodou. Oui. D'après Tata Diago. Momodou, ça va? Vous allez bien? Ça va très bien, oui. Merci vraiment pour votre brillante facilitation. et je remercie aussi professeur Haïdara pour ces mots de bienvenue vraiment qui ont vraiment brossé vraiment toute l'historique vraiment de la problématique des coups d'État dans nos États. Et merci aussi à la parlementaire du Cap-Vert pour sa brillante présentation et à tous les autres panélistes. Alors, vous savez que le Mali, bon,
les causes même des différents coups d'État. Le Mali a connu plusieurs coups d'État dus à la succession de rébellions qu'on a connues depuis 1960. Donc, vraiment, cette crise sécuritaire et ces rébellions que le Mali a connues a beaucoup joué sur ces différents coups d'État quand même que nous connaissons régulièrement. Donc, par rapport à... Et aussi, il y a qui a évolué vers la mauvaise gouvernance et vers la corruption et l'impunité récurrente. Donc, ces différentes rébellions, nous, on a vu, il y a plusieurs personnes ont été victimes d'impunité. Donc, c'est devenu répétitif. Donc, c'est ce qui vraiment a permis vraiment de dégager les causes, les raisons, en tout cas une des causes des différents coups d'État au niveau du Mali. Alors, la participation, le défi de la participation des femmes dans le processus de résolution de conflits, il y a l'éducation, comme l'a dit Madame la députée. En Afrique ici, il y a plus précisément au Mali, il y a l'effritement des valeurs. Et l'effritement des valeurs est dû au manque d'éducation à tous les niveaux. L'éducation familiale, l'éducation scolaire. Donc, les dirigeants maliens, les cadres maliens, les femmes et les hommes ont tous failli de ce côté, ce qui a permis vraiment quand un peuple n'a pas une bonne éducation, forcément, son développement prend beaucoup de retard. Et on peut aussi parler de la non-application des lois. Au Mali, il y a plusieurs lois qui sont vraiment adoptées, plusieurs résolutions. Et en tout cas, le Mali est premier de ce côté, mais on voit quand même il y a une très mauvaise manque de volonté politique par rapport à l'application de ces lois. Et donc, les règles démocratiques, les normes démocratiques sont effritées. Donc, au-delà de cela, on peut aussi parler de l'instabilité politique. Le Mali connaît l'instabilité politique et par rapport à la participation des femmes et l'application de la résolution 1325, c'est-à-dire les organisations de la société civile font le maximum pour vraiment apporter leur contribution, leur soutien à l'État par rapport à l'application de cette résolution 1325 en essayant d'initier des programmes de renforcement des capacités des femmes, au moins pour leur faire connaître ces résolutions et comment vraiment elles arrivent à participer au processus de résolution des conflits. Malgré tout cela, bon, les femmes arrivent à comprendre un peu, à vraiment à essayer de s'intéresser vraiment à tous les processus qui sont mis en œuvre au niveau du Mali. Depuis à la base, donc les organisations de la société civile essaient vraiment de former les femmes et afin qu'elles puissent vraiment comprendre qu'il y a un processus. Les femmes, sans vous, on ne peut pas, il n'y aura pas de paix localement, régionalement et sur le plan national. Donc, de ce côté, il y a un effort quand même qui a été fait par les organisations de la société civile afin qu'on puisse vraiment avoir en tout cas, une petite tâche de ce côté par rapport à l'application de la résolution 1325. Vous savez que le Mali est à sa troisième, je ne sais pas, la quatrième génération même de plan d'action, de mise en œuvre de ce plan, vraiment, donc, qui retarde jusqu'à présent à cause de l'instabilité politique, de la crise multidimensionnelle que nous connaissons et qu'on n'en finit pas. Jusqu'à présent, on est dedans. Donc, c'est les organisations de la société civile quand même qui essaient vraiment
de pousser les femmes vraiment à prendre confiance en elles et qu'elles puissent connaître leur rôle et place au sein de la société et au sein de la famille. Parce que la base même, c'est la cellule familiale. Quand une femme arrive à bien éduquer son enfant, l'enfant grandit avec des idées vraiment qui peuvent avancer le pays. Donc, c'est mon intervention et je remercie tous les panélistes et bonne session. Merci. Merci infiniment, Madame Diallo. On ne s'était pas trompé en insistant pour que vous preniez la parole, puisque c'est des paroles d'abord d'experts. Vous êtes sur le terrain, vous maîtrisez les réalités du pays et surtout les défis. Moi, ce qui me frappe par rapport au Mali, surtout tout ce qu'il y a autour du plan d'action de la résolution 1325, c'est que en réalité, le Mali aujourd'hui est le premier pays champion, en tout cas du point de vue élaboration et conception d'un cadre qui lui permet de mettre en œuvre, de domestiquer la résolution 1325, le plan d'action. Vous êtes à votre 3e génération. Et d'ailleurs, quand à la lecture, je le dis parce que j'ai l'avantage d'avoir lu tous les documents, les textes produits par nos moniteurs sur le terrain, donc ça me donne, vous m'excuserez, ça me donne une longueur d'avance, c'est comme qui dirait un délit d'initié, mais c'est pour dire que le Mali, quand on a vu le processus par lequel le plan d'action, le dernier a été élaboré, mais ils ont été jusqu'à la base, en consultant les populations, en les écoutant, en prenant en compte leurs attentes. Et ils les ont traduits en plan d'action. C'est dire que donc, l'adaptation a été une réalité et ils ont su impulser une dynamique endogène, telle que ce fut proposé d'ailleurs dans les conclusions du forum, de l'avant-dernier forum Paix et Sécurité de Dakar, l'avant-dernier forum Paix et Sécurité de Dakar, où ils avaient dit qu'il faudra désormais développer les stratégies d'implication des communautés à la base pour chercher à apporter des réponses face aux défis sécuritaires. Et donc, on a compris que le plan d'action du Mali a essayé justement de s'approprier cette recommandation-là et a pu mettre en œuvre un plan d'action national qui épousait un peu cet esprit-là. Malheureusement, et c'est là où il y a des défis qui, en réalité, ne sont pas forcément entre nos mains. On n'a pas la main sur ces défis-là. On a beau chercher à apporter les réponses, il y a des incidents, il y a des événements, des fois qui viennent et qui peuvent impacter nos actions. C'est par exemple toutes ces formes d'instabilité-là, successives, ces formes d'instabilité successives vécues par le Mali et qui retardent énormément d'initiatives. Et parmi ces initiatives, on a par exemple la mise en œuvre, l'implémentation du plan d'action national de la résolution 1325. Et il y a d'autres défis. Hein. Il y a d'autres défis. On parle du Mali et de la République de Guinée. On peut bien parler du Burkina Faso, du fait de la menace sécuritaire aujourd'hui qui prévaut et qui quand même a impacté je dirais même l'architecture politico-institutionnelle au Burkina Faso et qui remet en question tous les efforts fournis. Au Sénégal, on peut parler de beaucoup d'efforts qui sont fournis, mais des fois aussi, la mobilisation de ressources fait défaut, la volonté politique fait défaut. Maintenant, si on y ajoute aussi des fois toutes ces querelles politiques, aussi, ça peut retarder la réalité de l'agenda Femmes et Sécurité au Sénégal. Et donc, évidemment, la mise en œuvre de ce plan d'action-là. Donc, c'est dire que c'est dans la stabilité qu'on peut construire. C'est dans la stabilité. Malheureusement, tous nos États vivent des formes d'instabilité d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas une instabilité liée aux facteurs sécuritaires, ça peut être une instabilité du fait d'un débat politique souvent accaparé par les acteurs politiques et laissant de côté certaines problématiques majeures.
Voilà un peu. Je vois ici dans le chat certains participants. Alors, Afoué Adjara Ndiarama, qui se félicite vraiment de pouvoir participer à cette session-là, qui félicite les présentateurs et qui trouve que c'est une thématique d'actualité dans les régions et communautés qui sont les nôtres. Et que donc, en tant qu'organisation de la société civile, il faut davantage s'impliquer dans la résolution et la gestion des conflits dans les localités. Donc ici, Madame Diarama propose, en plus, bien évidemment, de l'investissement sur les questions paix et sécurité, médiation, mais surtout médiation communautaire. Et c'est très pertinent, puisque en réalité, des fois aussi, les conflits naissent des communautés et grandissent au point d'atteindre une envergure nationale. Donc, l'idée d'aller vers des médiations communautaires peut être très pertinente. Si on prend l'exemple du Sénégal, énormément de conflits sont en cours au Sénégal du fait du foncier et partent des localités. Mais ça peut impacter le niveau national. Tout comme on peut avoir souvent des conflits communautaires entre éleveurs et cultivateurs. Et ça aussi, c'est des formes de conflits qui peuvent enrôler plusieurs catégories d'acteurs et des corporations qui ont des niveaux de représentation nationale. Et à partir de ce moment-là, on voit une généralisation éventuelle de ce conflit-là, et c'est pertinent. Alors, Ibrahim Dieng, toujours dans le chat, qui dit « Bonjour, chers membres du panel, le conflit ukrainien s'invite dans nos crises. » Tout à fait d'accord. Et il n'y a pas une prise en compte globale des résolutions de conflits. Surtout du fait le faible niveau d'implication des femmes qui sont absentes dans les cas de transition militaire qui ont secoué le Mali et la Guinée. Tout à fait d'accord. La menace est réelle et les exactions notées à la frontière entre le Mali et la Mauritanie en témoignent. Davantage donc de formation en médiation pour les organisations de société civile de femmes. Tout à fait d'accord avec toi. Et je rappelle que Ibrahima aurait même pu pousser l'analyse plus loin en évoquant ici la question du commerce transnational, puisque des crises comme celle du Mali avec l'embargo qui est en train d'être vécu, mais tout le corridor Dakar, Tamba, Bamako jusqu'à Abidjan et qui peut monter jusqu'à Lagos, mais ce corridor connaît une interruption parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer par Bamako pour pouvoir aller vers les pays du Golfe de Guinée. Donc, c'est dire que donc, ces crises-là ont des impacts assez considérables qu'on n'a encore pas fini d'ailleurs de cerner, puisqu'on dit que le Sénégal, le mois dernier, a perdu 24 milliards d'entrées en termes de budget, du fait d'une absence de commerce, d'interaction et d'échange commercial qui potentiellement se passait chaque mois entre Dakar et Bamako. Donc cet embargo lui a causé ce manque à gagner-là. Et forcément, les femmes font partie des catégories impactées parce qu'une bonne partie de ces échanges commerciaux-là étaient portés par les femmes. Donc les conflits, on n'a pas encore fini de cerner tous ces conflits-là. Et évidemment, tout à fait, le conflit ukrainien aujourd'hui, du fait justement du système de vases communicants. Forcément, il y a une globalisation de l'économie. Donc, les problèmes se mondialisent. Et forcément, donc, les difficultés qui sont en train d'être vécues par une partie de l'Europe, mais vont impacter dans un moyen terme l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest de manière plus spécifique. Et parmi les acteurs au sein de ces économies-là, mais les femmes aussi. Donc, voilà où on peut pousser la réflexion pour se dire qu'on n'a pas encore fini de voir tous les effets qui seront causés par ce conflit-là. Alors, Ibrahima, qui dit toujours que l'autre aspect concerne les changements démocratiques notés qui ont tendance à revenir en des dictatures, effectivement, et les institutions régionales en sortent affaiblies. Toutes ces institutions qui, quand même, des fois, captent ces problématiques-là liées à la participation des femmes, mais qui ne parviennent pas
à malheureusement les gérer de manière aboutie du fait des instabilités qui sont vécues et nos institutions régionales en pâtissent. Par exemple, aujourd'hui, quel est l'apport, quelle est l'implication, la contribution de la CEDEAO dans la crise malienne? On ne l'a pas vécu. Aujourd'hui, au contraire, on a plus fustigé la position de la CEDEAO en tant qu'agence. Ses capacités agentielles à gérer ce conflit-là ont été nullement perçues. Donc, c'est dire que donc, ces difficultés-là, et ça va impacter toutes les problématiques censées être portées par la CEDEAO, malgré malheureusement les instruments qu'il propose. La CEDEAO a le mérite au moins de proposer beaucoup d'instruments pour faciliter la participation des femmes, etc. Malheureusement, dans l'application, dans la réalité, etc., il y a énormément de problèmes qui se posent. Et d'un point de vue aussi, en tant qu'agence, en tant qu'institution, organe d'intégration et de coopération régionale et sous-régionale, eh bien, on voit des limites. Et ça peut impacter la qualité de ces instruments et leur réalité sur le terrain. Donc, Ibrahima, bon, tu as ouvert le débat, donc l'approfondir n'a pas été difficile vu que tu as dégagé les pistes. Alors, Tamba Jean Tolno, qui tient à préciser qu'en Guinée, les femmes politiques ont lancé hier une plateforme ou un mouvement d'émancipation des femmes politiques dénommé la Guinée en politique, sous l'appui technique et financier des Nations Unies, ONU Femmes, le NDI, ce qui est une grande contribution. Qu'il ne faut pas déconnecter d'ailleurs cette dynamique-là avec la plateforme politique qui est née il y a quelques jours là, en République de Guinée aussi, portée par les Sidi Touré, les Sédou Dalin, etc. Et je pense que c'est des formes de réponse qui sont en train d'être apportées par l'espace civil à l'assaut du monde militaire, puisque apparemment il y a des frictions et il y a quelques cassures du point de vue dialogue, du point de vue, en tout cas les relations civilo-militaires ne sont pas très huilées dans ce contexte de transition militaire en République de Guinée. Alors, nous sommes à 10 minutes de la fin. S'il n'y a pas de contribution, on va essayer de revenir à l'agenda et de donner la parole à notre ami Alain, vice-doyen, donc, comme je le disais, le professeur Alain Aboa, vice-doyen de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation de l'Université Félix Houphouët-Boigny, pour le mot de clôture qui pourra peut-être nous faire un petit round-up. Et puis, toujours approfondir, je pense qu'il a déjà ouvert le bal tout à l'heure. On va lui donner la parole donc pour la clôture. S'il n'y a pas d'autres interventions, professeur, si vous n'avez pas un mot, des contributions, etc., on pourrait conclure tout en se désolant des difficultés techniques qui ont malheureusement impacté l'agenda, même si la qualité a été là, la qualité des discussions, les contenus, etc., on n'a pas pu quand même donner la parole aux personnes qui initialement étaient pressenties à la prendre pour pouvoir nous mener ces discussions-là. Nous nous en excusons. Nous donnons donc la parole à notre ami Alain pour la clôture de cette rencontre et nous laisserons à la suite de cela la parole aux organisateurs, notamment le professeur Adjaratou ou un membre de Partners West Africa. Cher Alain, professeur. Oui. Merci, cher grand frère. Merci à tous les panélistes. Merci avant tout à Madame le professeur Waka Idara Ndiaye qui nous fait l'insigne honneur de nous associer à cet important projet qui porte l'espoir de tout un continent, à savoir donner plus de place à une catégorie sociale vulnérable, mais d'une importance absolue dans nos différentes sociétés, à savoir la condition de la femme, qui est, et on l'a toujours dit, la femme est au début elle est au début de la vie, c'est la qui donne la vie, parfois au péril de sa vie. Je voudrais vraiment vous féliciter
pour votre engagement militant dans le cadre de ce projet d'une importance absolue. Tout a été dit et bien dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, les impondérables de la technique ne nous ont pas permis de dérouler comme on l'aurait souhaité. Donc, le conducteur de cette rencontre virtuelle, mais qu'à cela ne tienne, je pense que les propos qui ont été tenus ici, les contributions d'une pertinence importante qui ont été évoquées, eh bien, montrent que je pense qu'on n'a pas du tout à rougir du fait que des pas importants, donc des contributions attendues ne soient pas venus aujourd'hui. Ce qu'il faut noter de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, les nouveaux défis en matière de prévention et de règlement des conflits exigent plus d'action des États, des organisations sous-régionales, mais aussi des organisations de la société civile. Aujourd'hui, on note un intérêt croissant pour la question du genre, l'intégration du genre dans les processus de prévention et de règlement des conflits. On l'a dit, les femmes sont dans certains cas, et on l'a montré dans nos différentes contributions à travers les indicateurs que nous avons produits, les femmes sont vectrices de conflits, mais les femmes sont aussi vectrices de solutions à ces conflits. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aurait tort de ne pas suffisamment les intégrer dans les processus de prévention et de règlement des conflits. En Afrique de l'Ouest, on ne va pas être pessimiste, des progrès importants, il faut le dire, ont été réalisés dans la prise en compte de la problématique du genre dans la gestion des conflits. Ces progrès se traduisent notamment par l'émergence des pratiques qui visent à inclure davantage de femmes, des organisations de femmes. Ces progrès se réalisent également par une prise de conscience croissante des organisations de femmes de leur place dans les dispositifs de règlement des conflits. D'une manière générale, la participation des femmes dans ces dispositifs tend naturellement à connaître une certaine évolution. Mais naturellement, il y a encore des difficultés qui sont liées, je l'ai dit tout à l'heure, d'entrée donc aux stéréotypes traditionnels qui ne peuvent pas tout expliquer, il faut l'admettre, mais qui ne sont pas rien dans les facteurs qui pèsent encore sur le niveau de délitement des droits des femmes dans nos sociétés. C'est pour cela qu'il faut, et comme il est davantage question d'ouvrir le débat vers les perspectives et voir les pistes qui pourraient s'offrir à nous pour impliquer davantage les femmes dans les processus de prévention et de règlement des conflits, il faut d'abord, et cela a été très bien dit tout à l'heure par l'un des intervenants, je crois que c'est M. Tamba qui l'a dit, il faut partir à la base sur la question de l'éducation. La question de l'éducation, elle est centrale, elle n'est pas du tout subsidiaire, elle n'est pas secondaire, elle est au début de tout. Il faut mettre l'accent sur l'éducation de la femme, sur revoir le taux de scolarisation en matière de choses. C'est fondamental, parce qu'on l'a dit, c'est surtout au niveau de l'esprit des hommes que les problèmes émergent. Il faut commencer par trouver une solution en prenant en compte la dimension psychologique. Et bien entendu, il faudrait donc à la base agir sur l'éducation. Déjà à l'école, il faut introduire dans les contenus de formation, dans les contenus d'enseignement, il faut prendre en compte l'importance cruciale de la femme dans nos différentes sociétés. Faire comprendre que la femme n'est pas un être qui est là pour accompagner l'homme, comme cela a été souvent présenté, mais que la femme trouve toute sa légitimité dans la société en tant qu'acteur social, au même titre que l'homme. C'est fondamental. C'est vrai que des facteurs de résistance persistent, et ces facteurs prennent en compte la dimension psychologique qui est liée au fait que certaines femmes elles-mêmes donc s'auto-excluent des processus d'intégration, des processus de prévention et de gestion des conflits, parce qu'elles s'estiment donc ne pas être suffisamment armées, outillées pour faire face à ce type de situation. Il y a aussi le déficit de synergie entre les femmes. J'ai parlé tout à l'heure de l'éparpillement des initiatives. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'organisations, et c'est louable d'ailleurs, qui s'intéressent à la place, à la condition de la femme dans nos sociétés, mais il y a aussi l'émiettement, l'éparpillement des initiatives et le peu de synergie entre les acteurs
Peut-être parce que les intérêts ne vont pas forcément ensemble. Peut-être aussi parce qu'on pêche dans la mise en œuvre, dans la méthodologie. Donc, il faudrait certainement intégrer cette donne. La solution ne sera pas que politique. La solution sera aussi sociale. La solution sera aussi éducative. Donc, l'amélioration de la condition de la femme n'est pas n'est pas seulement l'apanage des organisations des organisations sous-régionales, des organisations des États et autres, mais au niveau social, au niveau embryonnaire, il faut que le travail se fasse. Il est vrai que le travail, et puis il y a également la question du plaidoyer qui a été beaucoup évoquée, à juste titre d'ailleurs, par le modérateur. La question du plaidoyer est centrale. Quel dispositif on met en œuvre, dans quel but, avec quel instrument, avec quel argument? Parce que le plaidoyer prend en compte, il n'est pas question d'aller faire de la génuflexion devant les autorités quand on parle de plaidoyer. Mais il est surtout question de présenter des arguments qui vont aussi rencontrer peut-être des contre-arguments. Il faut aussi qu'on prenne en compte cette donne. Le plaidoyer ne doit pas prendre une dimension de fléchissement, d'inclinaison, de résignation ou de génuflexion face à des autorités, mais il est surtout question d'aller avec des arguments, d'aller avec une stratégie, d'aller avec une méthode. Cela est fondamental parce que je pense que nous avons les instruments, nous avons les ressorts pour y arriver. Il faut aussi intervenir, je l'ai dit, dans les dispositifs d'enseignement apprentissage. Quand vous parcourez certains contenus d'ouvrage, où on vous présente l'homme comme étant le chef de la famille, parce que la société traditionnelle, de façon caricaturale, a toujours fonctionné de cette façon, où on a présenté la femme comme étant l'émanation de l'homme, où on a toujours dit que la femme tire sa légitimité de l'homme. Et quand la situation est présentée de cette façon, il faut bien plus qu'un engagement politique pour infléchir la courbe. Il faut donc un engagement des acteurs à tous les niveaux pour faire changer la donne, et pour infléchir cette tendance visiblement à pénaliser les femmes dans leurs droits, dans les initiatives où elles n'ont pas un rôle tout à fait subsidiaire, mais où elles ont un rôle crucial. Je voudrais, sur ces mots, remercier tous les acteurs dans leur intelligence fine et dans leur interventions d'une pertinence absolue, qui ont eu le mérite de replacer la question de la femme au centre de nos priorités. C'est fondamental. Et nous pensons que cet engagement militant de Madame le professeur Ndiaye et de toute son équipe dynamique qui l'accompagne, je crois, rencontre notre adhésion. Je voudrais donc donner vraiment tout mon suffrage, toutes mes félicitations à cette équipe qui se bat pour faire donc changer les choses en Afrique. Nous n'avons pas désespéré donc de notre continent. Nous avons des ressorts sur lesquels nous pouvons jouer et je fais confiance à notre intelligence, je fais confiance à notre engagement, je fais confiance à nos convictions qui se rencontrent et qui devraient pouvoir changer la donne. Madame le professeur, cher Sek Mamadou, cher Né, merci pour votre présentation toujours d'anthologie et qui nous réconcilie avec des valeurs que nous avons en partage. Je voudrais vraiment dire l'insigne honneur que je ressens d'être associé à ce projet d'envergure qui certainement est porteur des différents espoirs que nous nourrissons individuellement et collectivement. Je vous remercie. Merci infiniment, Alain, pour d'abord le contenu scientifique, mais surtout, mon cher ami, pour la bienveillance et la capacité à porter un discours tellement diplomatique qu'on ne peut rien y ajouter, tellement ça a produit un plaisir. Comme on dit, mal nommer les choses ajoute du malheur au monde. Donc, considère-toi comme quelqu'un qui ne contribue pas à ce malheur-là. Tellement ce qui a été produit en termes de contenu dans la conclusion a été, comme vous l'avez dit, je vous rends la politesse d'une certaine anthologie. Alors,
On va avant de donner la parole à... Merci Alain, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Alors, on va sans trop tarder redonner la parole donc à l'équipe de Partners West Africa. Mais avant cela, je voudrais lire ce que notre sœur de la Mauritanie, Lala Fatma, a écrit sur le chat. Je rappelle qu'elle est membre de notre plateforme, de notre initiative. Elle est monitrice de l'initiative qui nous a produit de très bons documents. Et elle est aussi très active dans le processus, puisque elle intervient sur les questions de femmes à un niveau assez élevé en Mauritanie. Elle dit qu'elle aimerait rebondir sur l'exposé que j'ai fait relatif que moi-même j'ai fait tout à l'heure en évoquant la question de médiation communautaire, pour dire qu'il est important de noter que les femmes sont insuffisamment représentées pour les raisons déjà identifiées, notamment par rapport à leur participation dans la gestion de conflits. Dans les zones rurales, les femmes sont facilement exclues à cause de leur manque d'éducation, du déficit d'éducation. Il existe actuellement des projets importants portés par le Peace Building Fund qui ont des volets de renforcement de capacité en faveur de ces femmes dans les zones transfrontalières, quand on sait qu'aujourd'hui, il existe des tensions entre le Mali et la Mauritanie. Ces femmes ne sont pas suffisamment intégrées pour mener les dialogues importants de haut niveau, alors qu'elles ont cette capacité de résolution de conflits. Donc, elles pensent qu'on est toujours à la traîne sur la question, justement, la perspective de médiation communautaire par les gouvernants, alors que les conflits peuvent éclater à tout moment. Donc, il y a une certaine latence de ces conflits-là, effectivement. Donc, dans les zones rurales, les femmes sont malheureusement exclues, puisqu'il existe des comités villageois de gestion de conflits, mais les femmes en sont exclues. D'où l'importance, donc, de faire un travail important afin de pouvoir les inclure. Je pense que le gros acquis, au moins, c'est que d'avoir un fonds de consolidation de la paix. Et souvent, c'est des fonds assez conséquents qui permettent quand même de pouvoir résoudre certains problèmes. Il faudra peut-être effectuer un gros plaidoyer afin que les femmes puissent être impliquées. Et je pense qu'à votre niveau de responsabilité, et surtout le fait que vous ayez eu une lecture juste de la situation à travers le monitoring que vous avez pu faire avec nous, mais je pense que le discours peut être bien renforcé, structuré, afin que les femmes puissent être impliquées et que justement on développe la perspective médiation communautaire. Madame Boye Diallo qui propose l'importance de faire un plaidoyer tant au niveau local qu'au niveau national. Et Madame Lala Fatma qui vient renchérir justement pour dire que les femmes sont concernées au premier chef par ces conflits, surtout au niveau des frontières, et que donc il est important de pouvoir les impliquer. Et enfin, Madame Boye Diallo qui revient, c'est dire que donc les femmes ont vraiment assuré la chute de cette rencontre-là, parce qu'elle assure que nécessairement le plaidoyer doit se faire à plusieurs niveaux, au niveau local, au niveau national, au niveau régional et au niveau sous-régional. C'est par ces mots donc qu'on va terminer, ces mots pleins de sagesse bien sûr. On va terminer cette rencontre. Il est 13h05. Je vais donc donner la parole à Partners West Africa, à l'équipe ou à Madame la professeure pour son mot, peut-être, ou pour juste nous dire au revoir et clôturer. Pour ce qui me concerne, je voudrais remercier encore une fois tout le monde pour la pertinence des débats, mais surtout la tempérance et le respect des principes qui nous ont permis de tenir cette rencontre dans des conditions optimales, malgré les quelques petites imprévus, mais qui n'ont en réalité pas forcément impacté le contenu, puisque ce dernier a été au rendez-vous. Donc, c'est sur ce que je vous remercie, sur ces mots. Je redonne la parole à nos amis de Partners West Africa. Merci et à très bientôt. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Vous me recevez? Très, très, très bien, Madame Ba. Super.
Merci beaucoup, Monsieur Seck. Merci à toutes et à tous. Ce fut un grand plaisir, malgré les soucis techniques. Nous avons tenu une très bonne session avec des échanges et des propositions qui vont nous permettre à tout un chacun de contribuer du peu que nous pourrons pour améliorer la place de la femme par rapport au de résolution convention en Afrique, mais spécifiquement et particulièrement en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ce fut un grand plaisir et vous remercie encore au nom de Partners West Africa Sénégal. Juste vous demander une petite date et nous dire au plaisir à nous revoir. Merci à toutes et à tous.